Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Martine Stassin, elle est psychologue et elle nous parle de l'aide aux victimes en Belgique. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre amène son sujet « Quand ton parent a un trouble mental ». Notre collaboratrice Catherine Stassin nous propose sa chronique « Devenir parent d'un enfant handicapé ». Bienvenue à Folie douce. Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'ai le plaisir de m'entretenir avec mon invité Martine Stassin. Bonjour Martine et bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour, tu es psychologue et tu es psychologue qui œuvre en Belgique. Puis tu as des passages dans nos studios. On profite de l'occasion pour en savoir plus sur ce que tu fais. Tu travailles spécialement à l'aide aux victimes comme psychologue. Alors j'aimerais ça que tu m'expliques un peu ce que tu fais. Puis on va aussi parler un peu peut-être de la situation, comment ça fonctionne en Belgique. Ça peut nous donner aussi une référence par rapport à ici au Québec. Oui, je ne sais pas comment ça fonctionne au Québec, malheureusement. Mais en Belgique, l'aide aux victimes dépend d'un service un peu comme les ONG, donc on appelle ça chez nous des ASBL, qui sont subventionnés, agréés et subventionnés par l'État. Et nous faisons partie de ce qu'on appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles, et dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, des maisons de justice. Et donc l'aide aux victimes rentre dans un service le service dans lequel moi je travaille, c'est comme ça, c'est un service où c'est de l'aide aux justiciables. Mmh. C'est toutes les personnes qui ont affaire à la justice, que ce soit les victimes, mais également il y a une équipe, on a scindé les équipes. Il y a une équipe qui s'occupe de personnes auteurs d'infractions pénales, donc les prévenus, les condamnés, les libérés sont aussi des justiciables et bénéficient d'une aide sociale et psychologique. As-tu toujours travaillé dans ce domaine-là ou ça s'est développé, ça fait que quelques années que tu es psychologue? Ça fait plusieurs années que je suis psychologue. J'ai terminé en 90, 91, mais je travaille là depuis 95. Mm-hmm. Donc ça fait une bonne partie de ta carrière. Quasi 30 ans là que je suis. Est-ce que c'était quelque chose qui t'attirait déjà, cette aide aux victimes? Parce qu'on sait que c'est important, tu sais, je veux dire, les victimes ou même les gens qui peuvent avoir eux-mêmes commis des problématiques ont de l'aide aussi. La psychologie est importante pour les gens. Hein? Mais je connaissais pas du tout. J'avais une amie qui y travaillait et qui m'a dit tiens voilà il y a une place qui se libère. Et moi au départ je m'étais plutôt orientée vers la psychiatrie. Mais voilà, j'ai postulé, j'ai été engagée et j'ai été bien accueillie. Est-ce que jusqu'à ce jour, tu trouves qu'il y a beaucoup de défis parce que il y a pas une personne pareille? Là, voilà, parce que au départ au départ de ce travail, on était très peu. On était 3, donc 2 mi-temps psychologues et 1 mi-temps assistant social. Et donc aujourd'hui, on est dans le service quasi 19. Donc le gouvernement, j'imagine, qui finance tout ça, s'est rendu compte qu'il y avait un bénéfice à avoir. On a eu droit à des contrats subventionnés. On a beaucoup de contrats subventionnés, donc ça veut dire quelquefois on n'est pas certain que ça va durer. Même pour l'instant, on a une certaine stabilité d'emploi quand même. Mm-hmm. Mais voilà, ça a fort augmenté et ça a été rendu possible par la sensibilisation du gouvernement, notamment aussi par l'affaire Dutroux, qui était fort connue c'est vrai. En Belgique. Oui, ça a fait les manchettes partout dans le monde. Et donc là, on a été beaucoup plus... la problématique des victimes a été beaucoup plus connue, reconnue surtout, parce qu'auparavant, c'était mal vu. En fait, et donc tout le secteur de la victimologie s'est développé et a été reconnu par aussi la santé mentale, parce qu'avant c'était un peu dans la santé mentale, c'était pas trop bien vu. Oui. Au quotidien, Martine, comment ça se passe, ton approche, par exemple? Est-ce que tu as une façon de procéder ou tu t'adaptes un peu? Comment ça se passe pour comprendre un peu mieux? C'est exactement ce qu'il s'agit de faire avec les personnes victimes, c'est s'adapter. Mmh. Les personnes victimes ont vécu quelque chose qui leur est tombé sur la tête et qui les a mis dans un état de grand désarroi et qui font qu'elles ne se reconnaissent plus elles-mêmes. Et
Donc il s'agit d'être présent, surtout pour ces personnes-là, et d'être à l'écoute. On ne mesure pas combien être simplement à l'écoute peut aider les personnes, d'être écoutées dans toute la mesure de ce qu'elles ont vécu et dans toute l'horreur qu'elles peuvent dire et être prêt à entendre des choses qu'elles ne peuvent dire à personne. Parce que si elles commencent à parler, elles ont toujours peur d'abîmer les autres. Hein, quand tu racontes quelque chose de douloureux, en fait, quand tu as été choqué ou traumatisé, tu peux, en racontant ton histoire, choquer ou traumatiser celui qui t'écoute. Donc, c'est pas évident. Alors, toi, tu dois les rassurer là-dessus. J'imagine, oui. Quand tu rencontres quelqu'un pour les premières fois, j'imagine que tu dois établir ça, là, cette espèce de confiance. Il faut établir la confiance, notamment en le disant, mais aussi en le faisant, si je puis dire. Ouais. Hein, il suffit pas de le dire, il faut aussi que... Mais bon, on ne sait pas toujours... être sûr de pouvoir le faire, parce qu'on a nos limites aussi, mais ça demande d'être fort à l'écoute de soi. À ta connaissance, ça c'est une approche en Belgique, est-ce que c'est répandu, ce genre d'approche-là? Est-ce que tu es au courant un peu dans d'autres pays ou d'autres... est-ce que tu as déjà un peu entendu parler ou est-ce que tu en as eu connaissance? L'aide aux victimes, ça existe aussi en France. On a plus de contact avec les Français. Ça existe... du côté en Angleterre, aux Pays-Bas, mais je pense qu'il y a un autre système au niveau de la politique d'aide. Je crois qu'en Angleterre, tout est devenu caritatif. Tandis que chez nous, en Belgique, nous sommes subventionnés, agréés subventionnés, et on rentre dans un système d'aide et d'assistance aux victimes. C'est-à-dire qu'il y a différentes lignes, comme on dit, dans le réseau. Il y a au niveau, par exemple, de la police, il y a les policiers qui sont formés pour accueillir correctement une personne, l'écouter, l'orienter, lui donner certaines informations minimales. Et au sein même de la police, il y a également un service d'assistance policière aux victimes. Donc c'est soit des policiers formés, soit des civils qui sont là pour accompagner davantage la personne lors du dépôt de plainte ou par la suite, lors de la reconstitution, etc., lors de le fait de voir des photos des auteurs. Et puis, nous, on rentre dans ce qu'on appelle la seconde ligne, où on fait de l'aide et pas de la thérapie. Enfin, évidemment, l'aide peut être thérapeutique. Hein. Voilà, on a ce statut-là. Et donc, notre service est un service qui a été pensé par l'État. Ça, on dit beaucoup aux personnes, parce que notre service n'est pas payant. Et ce que nous, on aime à dire, c'est que c'est pas payant pour les personnes, mais c'est payé. Nous sommes payés parce que c'est du boulot. Et on est là pour les aider, pour les écouter, pour s'adapter. On propose, par exemple, on a fort écouté les gens, tu parlais de s'adapter aux personnes, d'être en accord. On a eu comme ça l'idée des groupes, parce que beaucoup de personnes victimes venaient nous dire personne ne me comprend, celui qui n'a pas vécu ne peut pas comprendre et je voudrais rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Eh bien, on les a pris au mot. On a organisé des groupes où les personnes victimes peuvent à la fois se retrouver, se reconnaître et puis s'apercevoir qu'il y a des choses qui sont différentes des unes pour l'une pour l'autre personne. Les groupes on m'en parle en bien la plupart du temps. Les groupes sont bien. Très, très positifs pour les gens. Exactement. Dans tous les domaines, là, mais parce que ça, c'est la question du lien social. Ça se repasse dans une petite société et les choses, ça va être encadré évidemment par des animateurs parce qu'il faut se rappeler que comme il y a eu de la violence qui a été vécue, cette violence, elle est là et elle a à se dire et quelquefois elle se joue et donc les animateurs doivent garantir le cadre. Un ou une professionnelle qui est là, qui contrôle un peu la situation. Ouais. Pour que chacun parle en son nom, ne juge pas les propos de l'autre, soit respectueux, respecter des règles de confidentialité. Il y a des groupes de parole, mais il y a aussi des groupes de
médias parce que quelquefois les personnes ne savent pas parler. Hein, les gens ont été confrontés à l'indicible et alors on propose, par exemple, j'anime avec une collègue, j'anime un groupe de créativité, un atelier d'expression créative où on va utiliser de la peinture, du dessin, de l'écriture. C'est bien, ça agrandit en fait l'éventail de ton approche. Oui. On nous reste quelques minutes, Martine, quand même quelques minutes. Pourrais-tu nous expliquer un petit peu comment, de façon assez simple aussi, là, mais en Belgique, le système de santé mentale, ça, est-ce que tu peux nous donner un peu ton impression, sans peut-être connaître totalement le système d'ici, mais comment tu pourrais le présenter? Est-ce que ça va bien? Est-ce que les gens attendent beaucoup, comme ici? Est-ce que ça va quand même mieux? J'ai l'impression que ça va mieux chez nous. Ici, les gens attendent. Ouais. C'est vrai que les gens attendent, mais quand ils sont pris en charge, après, ils peuvent se poser. Ouais. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des listes d'attente. Alors certains... Donc la santé mentale, elle dépend d'un autre... elle dépend des soins de santé. Mm-hmm. Et donc, c'est un autre système de financement. Et donc, il y a des services de santé mentale qui existent avec des équipes enfants, adultes, adolescents. Et là, il y a des psychologues, des assistants sociaux qui reçoivent les personnes. Alors, ils s'adaptent aussi à la population. Et chacun propose un petit peu des choses. Mais c'est vrai qu'il y a des listes d'attente. Et ce que le pouvoir public a mis en place pour ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle des psychologues de première ligne. C'est-à-dire que ça va être des psychologues qui vont pouvoir proposer 10 séances très peu chères, mais eux sont payés par le gouvernement, par le ministère de la Santé. Ça va donner l'accès ça donne accès à un certain minimum. Là, ouais. Exactement. À ta connaissance, est-ce qu'il y a des organisations communautaires dans la collectivité qui vont aider un peu comme ici au Québec? Tu sais, il y a des organisations qui vont comme aider les gens qui vont comme être à côté en parallèle avec le système officiel, le système médical. Est-ce que ça existe aussi en Belgique, à ta connaissance? Est-ce que tu veux parler d'associations de exemple, personnes? Ouais. Par exemple, des associations ou des services que les gens vont en première ligne vont aller, par exemple, dans une organisation près de chez eux, par exemple, au lieu de se rendre à l'hôpital, d'avoir certains services ou certains soutiens, même à la sortie d'hôpitaux, là, des fois. Est-ce que ça existe à ta connaissance? C'est une question un peu... Tout à fait. Ouais. En fait, les services de santé mentale, par exemple, il y en a un dans chaque commune ou peut-être qui correspond chez vous à des arrondissements. Ouais. Et donc, les gens vont là d'abord avant d'aller à l'hôpital. Mm-hmm. À l'hôpital, chez nous, on ne va vraiment que en cas d'urgence. Oui, exactement. Pour ce qui est de l'aide aux justiciables, ça dépend de l'arrondissement judiciaire. Okay. Donc, il y en a un par arrondissement judiciaire et les missions sont détachées auprès d'associations comme des ONG, mais qui sont comme ce que je te disais... mais il y en a dans chaque arrondissement judiciaire et ils ont les mêmes missions d'accompagnement social et judiciaire et psychologique de la victime. En terminant, Martine, merci beaucoup de ta venue à notre studio. On va donner le site web, les gens qui veulent en savoir plus sur où tu travailles, en fait, ton milieu. On cherche aideaujusticiable.be, parce que c'est en Belgique. C'est l'aide aux victimes. Oui, l'aide aux victimes. Ça, on va le trouver, puis à ce moment-là, on va en savoir un peu plus. Merci beaucoup de ta venue, puis avec plaisir. Bonne continuation là-bas en Belgique. Merci d'être venu. M'avoir accueilli. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous y allons maintenant avec le segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, quand ton parent a un trouble mental. Oui, j'ai trouvé cet article, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet. Ça vient du site l'approche.uco.ca. Et quand ton parent a un trouble mental... On en a parlé à quelques reprises à l'émission, tu sais, comment c'est vécu par des jeunes. Souvent, des gens devenus adultes qui ont vécu ça quand ils étaient jeunes, mais c'est une réalité. Oui, ça apporte toutes sortes de séquelles. On va voir grandes et moins grandes. Alors, quand ton parent a un trouble mental, alors, on nous dit, pour les jeunes ayant un parent atteint d'un trouble mental, les défis propres à cette période de la vie peuvent parfois sembler plus importants. Des jeunes témoignent ainsi du fait que
Premièrement, la prise d'autonomie peut être précipitée, par exemple par la gestion de nombreuses responsabilités ne correspondant pas à celles d'un jeune de son âge, ou encore limitée, notamment par la crainte de s'éloigner de son parent. Deuxièmement, la construction identitaire, centrale à cette période, peut être complexifiée en raison de la multitude des rôles que ces jeunes peuvent jouer au sein de leur famille. Par exemple, se sentir parfois le parent de son parent, ou de la peur de devenir comme son parent, et de l'absence de modèles adultes positifs auxquels s'identifier. Il y a aussi le développement d'une relation amoureuse satisfaisante peut s'avérer plus compliqué du fait de la difficulté à faire confiance à autrui, d'une estime de soi plus fragile et d'habiletés sociales parfois moins développées. Aussi, quatrièmement, la conciliation études-travail-famille peut être difficile en raison du temps, de l'argent et de l'énergie que ces jeunes peuvent offrir à leurs parents. Le genre, l'origine ethno-culturelle, le statut socio-économique, comme d'autres caractéristiques, peuvent teinter les défis que ces jeunes auront à relever au cours de cette période. Des études rapportent aussi que les jeunes femmes ayant un parent atteint d'un trouble mental pourraient avoir plus de difficultés à prendre leur autonomie en raison du rôle de soutien qu'elles sont davantage amenées à jouer auprès de leur famille. Certains jeunes issus de l'immigration pourraient également être confrontés à des valeurs familiales qui valorisent l'aide apportée aux parents et à la famille et qui peuvent limiter leur expérience d'exploration. Ouais, souvent, certains jeunes vont comme avoir moins la chance d'être jeunes, justement, puis de vivre un peu des expériences avec leurs amis. Tu sais, exactement. C'est un manque, quoi. Oui. On nous dit aussi le fait d'être issu d'une famille monoparentale ou à faible revenu pourrait d'ailleurs amener le jeune à prendre davantage de responsabilités, notamment financières, pour soutenir son parent. Ouais, jusqu'à ce Ça peut prendre plusieurs tournures. Oui. On nous dit que la transition vers l'âge adulte se situe habituellement entre 18 et 25 ans, mais elle peut débuter vers 16 ans et se terminer après 30 ans. Comme pour les jeunes en général, la période de transition vers l'âge adulte peut aussi être une période de résilience pour ceux qui ont un parent atteint d'un trouble mental. Le développement de nouveaux liens sociaux et intimes, la prise d'indépendance d'un milieu familial parfois lourd à gérer, l'engagement dans des études post-secondaires ou un emploi stimulant ou la poursuite de projets motivants favoriserait aussi cette trajectoire de résilience. Plusieurs jeunes témoignent enfin du fait que la maturité, l'empathie, le sens des responsabilités et les habiletés pratiques, comme par exemple la gestion de budget, la cuisine, etc., qu'ils ont dû développer du fait de leur contexte familial, leur ont été bénéfiques au moment de devenir adultes et les ont rendus fiers de ce qu'ils sont devenus. Les choses que j'avais remarquées chez nos invités qui nous parlaient de ça quand ils ont vécu ça quand ils étaient enfants, souvent ça fait des personnes peut-être plus justement empathiques, comme tu dis, des gens qui s'impliquent plus justement au niveau social là, pour aider les autres. Oui, comme quoi ça peut avoir de bons côtés. Oui, c'est pas juste un stress, mais c'est quand même dur à vivre pour l'enfant. Oui, je pense qu'il y a plus de négatifs que de positifs. C'est sûr, oui. Alors maintenant, je vais poursuivre avec des témoignages de jeunes gens qui ont vécu de tels problèmes. Si on commence par Guillaume, 39 ans, et fils d'une mère ayant un trouble bipolaire, témoigne du bienfait d'avoir trouvé un objectif à l'école malgré les nombreux défis rencontrés durant son adolescence et au début de l'âge adulte. Il nous dit « Les troubles mentaux de ma mère ont contribué à la séparation de mes parents lors de mon entrée au secondaire. De ce fait, j'ai eu beaucoup de troubles de comportement à mon arrivée et durant tout mon secondaire. On m'a suspendu à 2 reprises de l'école, dont une fois pour toute la dernière étape, en plus d'avoir un manque d'intérêt dans mes études et des problèmes d'assiduité à mes cours. J'ai donc dû terminer mon secondaire à l'école des adultes. Eux aussi m'ont suspendu 1 an de l'école pour manque d'assiduité et d'intérêt. Bref, même si j'avais l'impression que tout cela ne m'affectait pas à ce moment-là, avec le recul, je comprends que je devais être perturbé par ce que je vivais chez moi.
Par la suite, en trouvant un objectif ou un but à l'école, j'ai complété un DEC, un bac, une maîtrise et pratiquement une deuxième maîtrise. Donc, visiblement, mes difficultés au secondaire n'étaient pas liées à un manque d'aptitude. Donc, il ne fallait pas abandonner autant de sa part que de la part des enseignants. Finalement, on voit ce que ça donne. Là. C'est pas des cas désespérés. Là. Non. C'est certainement en réaction avec tout le stress qu'ils vivaient. Là. Exactement. Alors, si je poursuis avec un autre témoignage, c'est Joanie, cette fois qui a 24 ans. Elle nous dit « Devenir adulte quand on a un parent atteint d'un trouble mental, c'est d'être confronté à l'instabilité de son parent. La façon de vivre de ma mère et son instabilité font qu'aujourd'hui, j'ai de la difficulté à affronter certains problèmes et encore à prendre certaines décisions. » Mais je vais m'arrêter ici. Oui, on va poursuivre plus tard à l'émission quand ton parent a un trouble mental. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin livre sa chronique « Devenir parent d'un enfant handicapé ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec le sujet « Quand ton parent a un trouble mental ». Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie Douce. Écoutons-les. J'accueille maintenant notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors aujourd'hui, une nouvelle chronique encore une fois, toujours aussi intéressante. Et tu nous sors des fois des sujets qui sont moins parlés, puis c'est intéressant de s'y attarder. C'est de devenir parent d'un enfant handicapé. Oui, je pense que ça aussi, c'est un sujet peut-être pas hyper courant. Et... Ne changez pas de poste. On est conscient que c'est pas un sujet qui peut... mais restez à l'écoute. Je pense qu'il y a quelque chose à dire sur ça de très intéressant. Tout à fait, je pense qu'il y a toujours un angle à prendre pour soi dans un sujet. Mais je pense que dans ce cas-ci, j'avais une question. Ouais. Est-ce que les auditeurs imaginent un petit peu le pourcentage d'enfants handicapés qui naissent sur des naissances entre guillemets normales au Québec? Je crois pas que les gens sont vraiment au courant, mais je suis pas au courant non plus. Bon, en 2023, il y avait plus de 5% de naissances d'enfants handicapés. Ça englobe le handicap mental et physique. Un enfant sur 20, à peu près. Je te laisse faire les calculs, c'est bon pour ça. Non, mais c'est beaucoup quand même. Oui, donc en fait, c'est quelque chose qui est quand même, entre guillemets, relativement fréquent quand on parle de ce pourcentage-là. Et donc, il y a une prise en charge, il y a des services, il y a des programmes. Mais aujourd'hui, je vais plutôt parler de l'aspect parental, c'est-à-dire quand on est parent, comment ça se passe quand on reçoit cette nouvelle? D'abord, on peut dire que des fois la nouvelle tombe d'un coup, quand c'est une naissance, par exemple, où on voit un syndrome particulier comme la trisomie 21, mais ça peut arriver petit à petit, on découvre certaines choses. Ça peut être une maladie génétique, ça peut être découvert déjà quand on est enceinte. Donc, peu importe en fait le moment où on le découvre, il y a tout un processus qui commence chez le parent. Et on ne peut pas fuir. C'est pas une situation où on peut fuir, c'est notre enfant. C'est ça on doit se relever les manches puis foncer. Autrement dit, c'est une situation des plus complexes et définitive pour rejoindre ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui existe et qui ne va pas changer. Donc, comment va-t-on faire avec ça? Comment le parent va-t-il faire? Il est bombardé d'une série d'émotions, il va avoir certaines attitudes. Et en fait, nous, on va un petit peu voir aujourd'hui comment est-ce qu'il va passer de cette crise intense à un stade, à un moment donné, où il peut arriver à une certaine sérénité. Ouais. Parce que, oui, à un moment, avec une certaine acceptation, on arrive à
un état qui n'est plus l'état de crise, heureusement, mais c'est tout un ensemble de réactions qui vont avoir lieu. Et je dis surtout, ces réactions et ces émotions, elles sont tout à fait normales. Elles sont extrêmes, même des fois, mais il faut se dire qu'elles sont normales parce qu'elles font partie d'un tout, font partie d'un processus, et c'est très important de les considérer dans leur ensemble et qu'elles ont chacune un rôle à jouer. Quand je parle d'étapes, il s'agit pas d'étapes, on se réveille le matin, on passe à l'étape numéro 2, on se réveille 3 mois après, c'est l'étape numéro 3, ouais. Etc. Donc c'est aussi des phases qui vont s'entremêler, mais il y a une évolution petit à petit, c'est vraiment un processus non linéaire. Hein. On fait des fois des petits retours en arrière, on avance, ouais. Et il y a environ 5 étapes. On va commencer par le mot que je venais déjà de citer, qui est la crise. C'est-à-dire que la crise ou l'état de choc, il a lieu quand on reçoit un diagnostic. Des fois, le diagnostic, et ça c'est très difficile aussi, c'est quand le diagnostic est posé petit à petit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule fois un rendez-vous où on vous lâche quelque chose. C'est petit à petit qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'enfant et qui se confirme et on avance comme ça. Il y a un état de crise. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on fait un enfant, on a tous et toutes ce rêve un petit peu de l'enfant entre guillemets parfait, entre guillemets normal. Et je mettrai chaque fois des guillemets ici pour. Et on s'attend à ce que l'enfant, il peut y avoir toujours des petites choses, mais il y a des choses qui sont gérables beaucoup plus facilement, des choses du quotidien. Voilà. On n'imagine pas si on n'a pas eu de problèmes familiaux ou une maladie pendant la grossesse, ou avec tout ce qu'on peut faire maintenant pendant les grossesses, le suivi, etc. On ne s'imagine pas que ça peut, entre guillemets, tourner de cette manière-là, avec un handicap. Ouais. Donc, c'est un état de choc. On se rend compte que c'est irréversible. Ça se déchaîne comme sensation. C'est les montagnes russes. Ça, c'est l'état de choc. Ensuite, on va passer à un état de négation. Pendant la négation, les parents, en fait, c'est autant dire qu'ils veulent s'accorder un petit sursis. Oui, mais on essaie d'échapper à l'inévitable en se disant, tiens, dans le fond, est-ce que peut-être ou dans une semaine, on a mal vu ou le médecin s'est mal exprimé, on n'est pas sûr, ça va aller mieux parce que j'ai vu qu'il avait fait telle ou telle petite chose et qu'il progresse. On essaie de s'encourager avec quelque chose, on essaie s'accrocher à quelque chose. Mais c'est en même temps une petite négation. Et les parents peuvent aussi se comporter en étant ils peuvent être aussi bien hyperactifs, d'autres peuvent montrer une certaine indifférence, certains peuvent aller carrément refuser l'état de l'enfant, mais de manière catégorique, d'autres vont aller chercher une autre option médicale à ce stade, au stade du début, même pas avancé. Et donc, ce stade de la négation, il va durer aussi autant que les parents ne peuvent pas être capables d'accepter. En fait, d'accepter la réalité, pas le handicap au complet, mais d'accepter cette réalité, de s'y faire, de se donner le temps de s'y faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, donc après la crise, la négation. Ensuite, on arrive, alors là, préparez-vous, c'est un ensemble cocktail de sensations, cette troisième phase où on passe de la tristesse ça peut être aussi de la solitude, de l'anxiété, on s'inquiète pour l'avenir de l'enfant. On s'inquiète aussi pour notre vie future professionnelle, notre vie de famille. Oui. Tout, là, ouais. On s'inquiète par rapport aux normes sociales. On s'inquiète quand on va dans un supermarché. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ou déjà, quel regard les gens portent sur l'enfant. Ou avec moins de chance encore, il y en a qui se permettent des commentaires. Donc, c'est sûr que ça, c'est vraiment une phase un petit peu en dents de scie, pas évidente à gérer, ou pour éviter certains commentaires, on peut peut-être se dire je reste à la maison, ou je vois moins mes amis, ou j'ai plus envie de voir trop la famille parce que ils ont tous des conseils à me donner, et qu'en fait moi mes montagnes russes ça me suffit. Donc c'est pas facile à gérer. Et je parle évidemment une personne, un parent n'est pas l'autre, et au sein d'un couple, un parent n'est pas l'autre. Donc c'est difficile à gérer, à s'ajuster l'un à l'autre, à s'ajuster aussi à la situation, et en plus il y a la famille et les amis, ça peut venir compliqué. Donc là vraiment on constate dans cette phase que
l'enfant, tiens, il est plus lent pour ce développement qu'on avait prévenu. Par exemple, allez, il devait marcher à 4 pattes, il ne marche pas à 4 pattes. Il devait s'asseoir, il est tout mou, il ne s'assied pas. Donc, on constate nous-mêmes, petit à petit, et on accepte cette réalité en voyant des faits devant nous. On la voit, c'est ça. On constate. Ça aide peut-être à l'accepter, dans le sens pour aller de l'avant, là, en fait, l'accepter pour trouver des services. Aller de l'avant, on y est presque, mais là, c'est vraiment encore se dire, oui, dans le fond, bon, vraiment, c'est ça qui se passe là. C'est que l'enfant, on voit cette réalité, mais on refuse quand même le diagnostic, c'est-à-dire le diagnostic peut être sombre, ou il peut être pour certains avec une maladie définie, mais quand on n'a pas encore de maladie définie et qu'on est toujours et qu'on vous envoie d'un endroit à l'autre parce qu'il n'y a pas une maladie type identifiée, mais qu'il y a un faisceau de symptômes, alors à ce moment-là, c'est aussi difficile, hein, parce qu'au plus longtemps ça dure, ce diagnostic qui n'est pas net, au plus difficile c'est d'entrer dans la phase d'acceptation dans laquelle on va arriver après. Parce que ça s'étire, on ne sait pas sur quel pied danser, etc. Comme tu dis, ça touche tellement de gens. 5% des enfants, c'est beaucoup d'enfants qui... Puis ça fait plus de 4000 enfants au Québec. On voit pas tant que ça. On sait qu'il y a des handicaps, mais on n'a pas une idée aussi précise. C'est quand même beaucoup de monde. On voit pas, en effet, on peut se poser la question, on voit pas beaucoup de petits en bas âge, handicapés, etc. Mais on peut se poser la question, est-ce que les gens veulent sortir, osent sortir, ont l'énergie de sortir. C'est encore autre chose, ça. Et peut-être ces enfants sont dans des endroits qui sont moins publics, entre guillemets, donc qui permettent pas que la population ne les voit pas, peut-être? Peut-être, je pense que peut-être des fois, je veux pas raconter des histoires ici, je pense que il y a peut-être une question de préserver l'enfant ou... Ouais. Enfin, ça pourrait être toute une chronique, ça, on verra ça. On arrive enfin dans la phase de détachement. C'est-à-dire qu'après cette crise, tous azimuts, la crise, la négation, et puis des sentiments bombardés qui vont de l'anxiété, le stress, la solitude, l'isolement, ça valse dans tous les sens, on va arriver et on commence à s'apaiser un petit peu. On arrive à un détachement de la situation qui peut nous mener à l'acceptation. Mmh. Ce détachement, il va se formuler en acceptant les limites de l'enfant. Dans le fond, on va vraiment les voir et on va accepter. Tiens, l'enfant ne marche pas, il va pas marcher, mais dans le fond, il faut d'autres choses, cet enfant. Donc ça, c'est intéressant où je peux communiquer. J'apprends à communiquer avec lui de différentes manières. Ok, il ne parlera peut-être pas, mais moi, je pense que je comprends mon enfant quand même et j'arrive à un petit peu comprendre quand il me fait part de besoins. Alors, on a toujours un conflit émotionnel, hein, c'est des montagnes russes qui reviennent et qui repartent, mais il y a quand même une routine qui s'installe parce que la vie continue. C'est terrible à dire comme ça, mais la vie continue, il faut avancer. Donc, c'est progressif, l'anxiété va diminuer et puis les parents aussi vont un peu refaire surface et reprendre goût à leurs activités passées qu'ils ont dû laisser tomber. Donc, ils vont retrouver l'intérêt de reprendre des petites activités sportives ou sociales. Ils vont se recréer peut-être un certain équilibre dans cette situation. Ils vont reprendre un petit peu et puis les sentiments négatifs vont un petit peu s'estomper. Mais tout ça, comme je vous dis, c'est pas des parois étanches entre toutes ces phases, hein, on est bien d'accord. Et en fait, on va reconnaître les limites, on va reconnaître le potentiel de l'enfant, quel qu'il soit, que ce soit physique ou mental. Et puis, on va y arriver aussi grâce à l'aide de professionnels, parce qu'il faut parler des professionnels, même si à un moment notre colère est tournée vers les professionnels dans la phase un petit peu électrique, là, c'est les professionnels qui en prennent un coup, parce que quand on a des questions ou quand on n'est pas content du programme ou de ce qui se passe ou la vitesse de diagnostic, etc., c'est le professionnel qui va en prendre pour son grade. Bon, à un moment donné, le parent se rend compte qu'il va faire le maximum qu'il peut pour l'enfant, et les choses s'apaisent un petit peu. Le couple aussi retrouve ses marques quand il y a un couple et ils sentent que oui ou non, ils peuvent se soutenir mutuellement. Bon, quelquefois ça ne fonctionne pas, mais c'est autre chose ça. Et peut-être que même l'acceptation peut aller jusqu'à retrouver un rôle social investi. C'est-à-dire, mais moi je veux participer à une association pour soutenir les parents handicapés. Mmh. D'enfants handicapés, pardon. Ça, donc ça peut dévoiler, ça peut révéler. Voilà, et le parent se retrouve un rôle aussi et une valeur de son enfant aussi.
Donc, il faut savoir que dans la phase la pire, le parent peut aussi jusqu'à vouloir, et si je donne un avertissement de propos difficiles, c'est que il peut vouloir jusqu'à la mort de son enfant en disant il va être soulagé, il aura plus de souffrance, ce sera terminé. Ouais. Donc, on se comprend que ces familles ont besoin, les parents, vraiment de l'aide professionnelle, familiale et amicale. On va publier sur notre site Internet quelques références par rapport à ta chronique. Donc, devenir parent d'un enfant handicapé, notre site antenne au singulier.qc.ca dans la section mentionnée Folie douce. Merci Catherine pour cette chronique et puis à la prochaine. Merci Yvan. Au revoir. Bye. Vous êtes à Folie douce parce que la santé mentale nous concerne tous. Nous poursuivons avec le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, quand ton parent a un trouble mental. Oui, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet. Ça vient du site l'approche.uco.ca. Alors, j'étais rendu à lire des témoignages intéressants de jeunes gens et de moins jeunes qui ont passé par ces difficultés. Alors, j'étais en train de parler de Joanie, qui a 24 ans. Elle nous disait la façon de vivre de ma mère et son instabilité font qu'aujourd'hui j'ai de la difficulté à affronter certains problèmes et encore à prendre certaines décisions. Mais malgré tout ça, elle nous dit j'ai la possibilité de créer mes propres racines pour apprendre à m'épanouir et à fleurir grâce à mes propres succès. Ma relation mère-fille, il n'y en a jamais eu. Quand j'essayais de l'aider, je finissais toujours par m'oublier ou me faire rejeter. C'est un défi constant de simplement essayer d'avoir une bonne relation et de l'aider. Toujours marcher sur des œufs, ne pas savoir si elle sera heureuse ou non aujourd'hui. Ça a créé beaucoup d'instabilité puisqu'elle ne reste pas stable financièrement ou lors de nombreux déménagements, etc. Mm-hmm. Un autre témoignage, cette fois, c'est Bianca qui a 22 ans. Elle nous dit devenir adulte quand on a un parent atteint d'un trouble mental, c'est faire un choix entre avancer soi-même ou faire avancer autrui au détriment de soi-même par amour. Lors de ma transition vers l'âge adulte, je me suis senti divisé entre deux émotions principales, soit rester auprès de ma mère et continuer à m'occuper d'elle, ou bien partir et me concentrer sur ma vie et mes projets. Oui, ça peut être déchirant, surtout s'il n'y a pas d'autres aides alentour, on se sent obligé. Peut-être. Sûrement, oui. Ouais. Claudia, maintenant, qui a 24 ans. Elle nous dit devenir adulte quand on a un parent atteint d'un trouble mental, c'est être comme un arbre qui respire à travers l'ombre et la lumière. Il grandit à travers les tempêtes et il cherche sa place et son appartenance jour après jour pour exister et avancer. Durant mes années de 16 à 25 ans, je constate que j'ai passé à travers plusieurs moments de vie et plusieurs contextes. Parfois, j'arrivais à vivre de façon positive et parfois c'était plus difficile. J'ai ainsi grandi à travers l'ombre et la lumière comme un arbre. Victoria, maintenant, elle a 24 ans. Elle nous dit devenir adulte quand on a un parent atteint d'un trouble mental, ça peut amener à se sentir petit et peu en confiance en raison de l'absence de modèles adultes positifs. Peut-être que nos modèles avaient eux-mêmes de la difficulté à s'accrocher à la vie en raison de leurs difficultés. Alors, on ne se sent pas équipé pour faire face à ce monde vaste et nous nous imaginons encore tout petit. Daniel, maintenant, 23 ans. Il nous dit devenir adulte quand on a un parent atteint d'un trouble mental, c'est vivre parfois de mauvais jours qui semblent s'éterniser et ne pas avoir de fin, mais c'est aussi vivre des jours qui vont super bien. Il arrive même que ça passe d'un extrême à l'autre ou au cours d'une même journée. J'ai appris à apprécier les bons jours et à passer au travers des mauvais. Parce que, en fin de compte, le verre n'est pas à moitié vide ou même à moitié plein. Surtout, ça, je pense que ça soulage les enfants quand quand on comprend mieux la problématique, puis la bonne médication, les bons soins, la bonne approche, ça, je pense que ça peut sécuriser, parce que c'est ça qui est des fois difficile à trouver, puis c'est ça qui insécurise beaucoup les jeunes, je pense. Oui. Alors, Daniel, 23 ans, continue en disant, le verre est juste à moitié plein. Maintenant, il est temps pour moi d'avancer. Ce qui aide à se sentir mieux face aux défis rencontrés, c'est donc de choisir notre façon de voir les choses. Ouais.
Marianne, qui a 21 ans, nous dit « Devenir adulte quand on a un parent atteint d'un trouble mental, c'est souvent vivre des émotions qui peuvent être écrasantes et variées. Les situations peuvent entraîner diverses émotions positives ou négatives. Il y a aussi la culpabilité, le rejet et la honte. Comme laver le linge sale, les émotions sont quelquefois débordantes. » Elle nous dit « Le bac déborde. J'ai parfois vécu des débordements d'émotions et il m'a été difficile de trier et comprendre les émotions que j'ai expérimentées. Il faut alors se rappeler qu'il est possible de laver son linge sale et de vider le bac. Il y a aussi l'idée de laver son linge sale en famille, c'est-à-dire qu'on va chercher à régler les situations en famille et non en public, discrètement, sans en parler à l'extérieur. Les troubles de ma mère ont toujours été un sujet tabou, même entre les membres de ma famille. » C'est souvent le cas, hein? C'est ça. Les gens se sentent un peu honteux, se sentent un peu... Ils ne savent pas trop comment... Ils se sentent à part. Là. Exactement, oui. Il y a Marie-Pierre qui a 21 ans. Elle nous dit devenir adulte quand on a un parent atteint d'un trouble mental, c'est se sentir seul et être anxieux car on pense trop, notamment la nuit, à nos problèmes et aux solutions qui pourraient régler ceux-ci. Les nombreuses chicanes que j'ai avec ma mère et ces troubles et angoisses me rendent régulièrement anxieuse et m'empêchent de me concentrer au maximum à l'école, de dormir et me désespèrent car j'ai déjà essayé beaucoup de méthodes qui ne fonctionnent pas. C'est le désespoir. Et finalement, il y a Daniel, 23 ans. Il nous dit devenir adulte quand on a un parent atteint d'un trouble mental, c'est avoir le rôle de parent et celui de l'enfant qui se mêlent comme un tas de fils. Lorsque mon père est tombé malade, la frontière qui existait entre moi et mes parents est devenue floue. J'avais le rôle alternativement du parent et de l'enfant et même dans une certaine mesure du mari parce que je devais remplacer mon père qui ne pouvait pas occuper ses fonctions. Alors, plusieurs témoignages qui donnent à réfléchir. Oui, c'est un beau sujet. Merci, Pierre. Quand ton parent a un trouble mental, merci pour ça. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce. Merci, Pierre, pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Et aussi pour ton sujet que tu as abordé à l'Espresso et à l'Espresso allongé quand ton parent a un trouble mental. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Martine Stassin, psychologue, nous a parlé de l'aide aux victimes en Belgique et de son travail et un peu de la situation de la santé mentale de ce côté de l'Atlantique. Merci d'avoir été des nôtres. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, nous a proposé son sujet, devenir parent d'un enfant handicapé. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.